Bonjour l'élite, je vous retrouve pour le 10e épisode des aventures de notre ami Œuf Brouille. Et oui, déjà le 10e épisode, le combat d'un Célestin pour devenir Yes Life. On va attaquer aujourd'hui le chapitre 15 qui s'appelle Le dernier message de C et la fille au sourire d'ange. Donc au chapitre précédent, on avait beaucoup avancé, c'est lui qui avait avancé sur le décryptage du message. Hein. On ne sait pas encore ce qu'il va permettre d'acquérir. On ne sait pas quel sera le cadeau au bout de ça. Peut-être que c'est juste une quête. Peut-être que c'est comme le One Piece. Et encore, je connais pas trop ce truc de One Piece. Mais bref, c'est la quête qui est plus importante que ce que tu découvres à la fin, vous voyez. Peut-être que c'est un troll et que c'est juste à la fin un message où tu ouvres ça. Et c'est, mon cadeau, c'était qu'on s'amuse ensemble. Peut-être que ça peut être ça. Enfin bref. En tout cas, il avait bien avancé et apparemment, il va encore déverrouiller une étape dans ce chapitre. Et puis après, il y avait une partie, effectivement, avec son copain asiatique, le fameux Viet du tennis, où il voyait l'appendice féminin de sa mère, voilà, un peu au hasard. Et puis on avait fait une petite incartade, une petite parenthèse sur, effectivement, la position de certains peuples asiatiques, notamment au moment au moment de faire ses besoins. Voilà, une parenthèse qui, j'espère, vous a bien plu. C'est parti, hein. Pas trop besoin de recontextualiser tout ça. Hein. Il est toujours parti de sa ville, toujours un peu en dépression, tout ça, mais il tient grâce au message de C. Et c'est parti, mes bons clés. Je vous envoie le Risitas. Dis donc, c'est la première fois qu'on fait une introduction aussi courte, non? 1 minute 40. Allez, mais vous habituez pas, on va en refaire des longs bientôt. C'est parti, on se voit dans 6 secondes, mes bons clés. Hop là. Alors, je ne m'étalerai pas sur l'année de la troisième, ni sur les années lycée d'ailleurs. Je vous l'ai déjà dit, ça va passer assez vite dans le Risitas. Et ce, pour la simple raison que je n'ai pas réellement avancé sur le chemin de Yes Life. Encore une fois. J'ai eu quelques mini-progrès, je me suis fait quelques potes par la suite, mais je restais désespérément vide en mon fort intérieur. De plus, mes futures amitiés n'atteindraient jamais, en troisième lycée, n'atteindrait jamais le niveau de celle que j'avais eue avec C. Ces années ne furent que le prolongement de ma vie meublée d'incertitudes à tous les niveaux. Je ne fus jamais réellement heureux dans cette période. Malgré ça, j'ai quelques petites choses à vous raconter rapidement dessus. Mais avant d'y arriver, laissez-moi vous conter brièvement ce qui se passa en février de mon année de troisième, 1 an pile après mon déménagement. Je fais une petite pause pour dire que si vous avez l'impression que c'est un peu la boucle, il se lamente sur ces trucs et tout, c'est vrai, c'est pour nous montrer justement, appuyer le fait qu'il ressentait ça mal, mais après, va y avoir beaucoup de changements et des nouvelles aventures, on va changer de paradigme dans le Risitas. Voilà. Je venais d'avoir un vrai téléphone, j'allais donc pouvoir utiliser le GPS pour déterminer les coordonnées inscrites par C, la chance. Et oui, à la fin, quand il avait décrypté le message de C, ça lui disait « Rendez-vous » dans 1 an, j'ai plus à quelle date, mais à ses coordonnées qui étaient pas loin justement de l'ancien quartier où il habitait. Oui, parce qu'avant j'avais un Nokia un peu étrange où le tactile était tellement hasardeux que même un clavier physique était plus simple d'utilisation. C'était la première fois que je prenais le train et métro tout seul. J'avais acheté des tickets pour une blinde et j'avais dit à ma mère que je partais en sortie scolaire. Une sortie scolaire le samedi. Oui, c'est parce qu'on va dans un musée qui ouvre que le samedi. Un musée qui ouvre que le samedi, mais j'ai jamais vu ça. Allez, ciao, je vais en retard. Salut maman. Je me perds plusieurs fois dans le dédale de galeries et manque de me retrouver à l'autre bout de l'Île-de-France. Mais en demandant à quelques personnes et en suivant les panneaux pas trop comme un débile, je finis par arriver à destination. Ah, on apprend qu'il était en Île-de-France. Ça, c'est première nouvelle. Justement, je me demandais, moi j'avais l'impression que c'était plutôt quelqu'un de province, hein, parce qu'il y a l'Île-de-France et la province ailleurs, voilà, c'est d'autres distances, etc., d'autres manières un peu de vivre sa vie. Et comment il en parlait, je sais pas pourquoi je me projetais dans une ville type Strasbourg, un truc comme ça, vous voyez, un peu banlieue de ces villes, donc t'as voilà, un équilibre assez sympa entre campagne et urbanisme. Et ville, tout simplement. Et non, après, il parle d'Île-de-France. Donc, il avait mais après, il a jamais dit non plus si son déménagement, il était parti très loin ou il était parti dans la zone. C'était assez flou. J'avais l'impression qu'il restait grosso modo dans la zone. Juste, ils ont changé de département ou ils ont, voilà, un truc de quelques kilomètres. Donc, bref, en tout cas,
Il a pris donc les moyens de transport en Île-de-France, donc les RER, tout ça, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc je ne connais pas du tout la gare de mon ancienne ville, je n'y avais quasiment jamais été, encore moins tout seul. Je sors la lettre de mon sac à dos et je copie les coordonnées de C. Le GPS m'indique le chemin à suivre et je me lance. Je flippe de revoir des gens que je connais, mais à part 2 ou 3 personnes que je connais de vue, personne. Je finis par reconnaître l'endroit où je suis et j'arrête de suivre le GPS. Je reviens à la résidence d'Insta. Premier problème, ils ont mis un portail avec code qui n'était pas là avant. Pas grave, j'escalade. Je me retrouve dans le jardin commun. Les larmes me montent aux yeux. J'ai passé ici tellement de moments incroyables avec C. Je m'essuie les yeux et reprends le GPS pour regarder où se trouve le point indiqué par les coordonnées de C dans la résidence. Il se trouve au niveau du bloc central du jardin. Je me faufile, le cœur battant la chamade. Connaissant C, je m'attends à tout. Et puis, même le revoir après 1 an me donne un peu d'appréhension. Qu'est-ce que ce génie fou m'a encore préparé? Je parviens pile poil aux coordonnées, face à un des gros blocs d'aération qui dépassait de l'herbe. Je ne vois rien. Est-ce qu'après 1 an, il aurait oublié? Je cherche et je cherche encore, mais rien. Je refuse de croire ça. C n'aurait jamais... Et là, je comprends. Nous sommes juste à côté de la planque favorite de C. Nous avons fait tellement de gamelles, d'autruches, d'éperviers, nos jeux favoris de l'époque à cet endroit. Mais le jeu préféré de C restait le policier voleur, et il adorait se cacher non loin d'ici, dans une sorte de plantation de bambous. Oui, il y avait des bambous dans ma résidence. Il y en a aussi dans la maison dans le jardin de la maison de mes parents, pareil en Île-de-France, les bambous ça peut pousser partout, je pense. Bon, pas en Russie, Sibérie, tout ça et encore, mais à part ça, dès qu'il fait un peu chaud, je pense ça peut pousser. Et d'ailleurs, c'est costaud, hein, parce que quand tu ne l'entretiens pas trop, les rhizomes s'étendent et tu vois des bosses en dessous du trottoir, voire parfois en dessous de la route. T'as des bulbes qui commencent à se former et à déformer la chaussée. C'est vraiment un truc du démon. Dans des endroits très chauds où il pleut beaucoup, vous savez que ça peut pousser d'1 mètre en un jour, hein, c'est connu. Et tu vas aller au Vietnam, au Cambodge, tu vois des bambous incroyables qui mesurent je sais pas combien de mètres. Voilà, bref. Et on appelle ça des bambourets. Hein. Il y a les roseraies, les bananeraies, voilà, c'est quand il y a plein d'arbres similaires. D'ailleurs, là, la banane n'est pas une herbe. Je suis pas sûr que la banane est une herbe. C'est pas un arbre. Je suis pas sûr que le bambou. Je coupe la parenthèse là. Je me suis coupé en pleine phrase. Bref, voilà. Il y avait des bambous dans sa résidence. Je m'y rends sans hésiter et je vais vers le petit coin où il avait l'habitude de se terrer. Et là, je vois un paquet, mais pas de C. Je déballe le paquet et j'y trouve 2 choses. D'abord, une nouvelle enveloppe et un livre. J'ouvre d'abord l'enveloppe et sors la lettre. Simple, je peux simplement y lire. Désolé œuf, je n'ai pas pu être là, j'avais un séminaire. Je savais pas ce que ça voulait dire à cet âge, mais je n'étais pas surpris venant de C. Bon, connecte-toi à cette adresse web, j'ai eu le temps d'y rassembler ce que tu mérites pendant l'année passée. Tu as les identifiants dans la lettre que je t'avais laissée avant ton départ. Je dois y aller, salut. PS, je te joins un livre pour te cultiver, puisque tu me demandais toujours ce que je lisais. PS2. Check ta boîte aux lettres dans les jours prochains, je t'envoie ce qui va avec tout ça. C'est à mon nom, mais tu pourras l'utiliser. Je retourne alors le livre. Nietzsche, la généalogie de la morale. Ah, sacré C. Je suis déçu de ne pas l'avoir vu, mais l'adresse web qu'il m'a dit de consulter me tient quand même en haleine. Car ce n'est ni plus ni moins que l'adresse internet d'une banque. Waouh! C'est donc seulement à moitié dépité que je rentre chez moi. En me connectant au compte de C, la frénésie m'emporte. C'est l'œil tremblant que je vois la page se charger, s'afficher. Je mets un peu de temps à comprendre où sont affichées les choses. Je n'ai jamais eu de compte ni de carte prépayée, voyez-vous. Alors je pense que maintenant vous avez tout ça, mais effectivement, les comptes bancaires par exemple, pour une fois que tu rentres le code client, etc. Et après, enfin en tout cas, moi là où je suis, la Société Générale, à chaque fois ça change les boutons. Vous savez, le 1 va être... tu sais, c'est pas 1, 2, 3, 4, ça, pour éviter que j'imagine il y a des logiciels qui comprennent où tu tapes et mémorisent le truc. Enfin bref. Quand je le vois enfin, je reste estomaqué. Le montant affiché est de 3700 €. L'euphorie me monte à la tête. 1000 questions se posent dans mon esprit. Comment C a eu tout cet argent? Pourquoi m'en a-t-il fait cadeau? Que vais-je en faire? Est-ce que c'est légal? Vous verrez tout ça.
Mais pas avant un long moment de ma vie. Les jours suivants, une troisième lettre sera réceptionnée dans ma boîte aux lettres. J'y trouverai une carte accompagnée du message suivant. Le code secret est Gigi. Je sais qu'avec tes parents, c'est pas facile. Habituellement, ils ne me laissaient jamais sortir, je devais toujours pointer, encore moins quand il fallait prendre le métro et le train. Donc j'espère que l'on pourra se revoir un jour. Puisqu'avec les parents du narrateur, c'est compliqué. Amuse-toi bien avec tout ça, c'est ton dû, mon pote. Tu l'as mérité, même si tu ne sais pas pourquoi. Parfois, il vaut mieux vivre sans se poser de questions, tu sais. La troisième et dernière lettre se terminait aussi sèchement que ça, et cette phrase m'aurait bien servi si seulement je m'en étais souvenu. Enfin bon, vous avez sûrement plein de questions, mais je vais vous ôter vos doutes. Je n'ai jamais su quoi faire de l'argent. Je l'ai utilisé un peu pour divers petits achats en ligne, mais à la fin du lycée, il me restait plus de 3 000 euros. Je n'avais jamais été un gros dépensier. Je n'aimais ni les vêtements de marque, je ne jouais pas à plein de jeux sur PS4 ou quoi, et mes téléphones et ordinateurs me convenaient. L'argent a donc dormi longtemps. J'ai reçu juste des lettres pour le changement de mot de passe du compte, mais c'était tout. Compte qui est au nom de C d'ailleurs, mais ça n'avait pas grande importance, honnêtement. C. A. C. Eh bien, je suis désolé, Mireille. Mais je ne l'ai ni revu, ni ne lui ai parlé pendant les 4 années qui vont rapidement suivre, soit jusqu'à la fin du lycée. Mais je ne l'ai jamais oublié. Je pensais à lui presque tous les jours au début, puis au moins une fois par semaine. Il reviendra dans un moment, mais il reviendra, alors n'ayez crainte. Quant au livre qu'il m'avait donné, je n'ai jamais réussi à le finir. J'aimais bien lire, mais la philosophie, c'était définitivement pas mon truc. J'ai eu 7 sur 20 au bac, on se sent philosophe. Première partie, dis donc, on en arrive donc au bout de ce mystère qui aura tenu plusieurs chapitres. Le message de C qui était incompréhensible, on avait tous de l'engouement pour savoir ce que ça allait être. Finalement, moult étapes pour le déchiffrer. Quand on le déchiffre, faut attendre un an. C'est vraiment une quête Dofus pour aller récupérer le Dofus. Et après, tu récupères, tu sais même pas ce que tu récupères. Et finalement, c'est 3 700 euros. Donc c'est hyper conséquent à cet âge-là, donc même à tout âge. Enfin bref, donc c'est incroyable. On va apprendre plus tard d'où venait cet argent, mais bref, c'est pour ça que je vous dis, ce Risitas, il est incroyable parce que il sort vraiment de l'ordinaire. Autant d'autres Risitas sont intéressants parce qu'on revient sur des trucs assez ordinaires de ce qu'on a pu vivre, et donc c'est sympa de revivre un peu ça par, on va dire, procuration dans cette histoire, ou même de découvrir certaines choses. Mais celui-là, il sort vraiment des sentiers. Mais alors, il y en a d'autres. Enfin, il y en a un où c'est un mec qui fait de l'autostop. Déjà, de l'autostop, je sais pas si vous en faites, mais bon, c'est un truc déjà assez de niche, on va dire. Et puis après, en fait, il fait des voyages un peu à travers le monde et il rencontre des gars un peu comme c'est, hein, des mecs comme c'est, très loufoques dans leur délire et tout. Donc, ce truc-là, malaise en autostop, est incroyable aussi. Mais bref, celui-là, vous avez vu, ça faisait 5 ou 6 ans que j'avais lu cette histoire, et je m'en souvenais encore de cette histoire avec C, le décryptage, et à la fin que c'était de la thune. C'est très marquant, et c'est incroyable de rencontrer quelqu'un qui te met ça en scène, quoi. Ça me rappelle un petit film que j'ai vu qui s'appelle 20 ans d'écart, là. J'ai vu il y a quelques temps. Vous savez, c'est avec Pierre Ninet et Virginie Efira. Et à un moment, en gros, pour la séduire, il fait une espèce de jeu de piste où elle marche, et puis il y a des flèches, etc. Et à la fin, il y a un cadeau, je sais plus ce que c'est des ballons ou des fleurs ou autre. Et c'est sympa. Tout à chacun, on peut organiser ce genre de choses, et ça fait plaisir aux gens, parce que mine de rien, tu vois parfois ce truc dans les films ou dans les histoires, mais c'est assez rare que les gens le fassent. Donc voilà, tu te creuses la tête quelques heures et pour le mettre en place et pour y réfléchir, mais au final, ça fait des souvenirs qui restent pour toute la vie. Nous, quand on était enfant, ma mère travaillait dans une autre ville que la famille, et donc parfois elle partait X temps, et une fois elle était partie quelques temps, donc je sais pas, on l'avait pas vue pendant longtemps, et comme c'était son anniversaire, avec mon père, on avait dessiné, enfin on avait pris une banderole et on avait peint dessus bon anniversaire maman, et du coup on avait quel âge, je sais pas, 4 ou 5 ans, et en fait quand elle était arrivée du coup dans le train, on s'était mis avec la grosse banderole qui était un gros truc, hein, ça faisait je sais pas 3 ou 4 mètres avec ce truc là, bon bref, pareil, j'avais 4 ans, ça m'a bien marqué. C'est pas un truc de ouf. Voilà, hein, ça a coûté quoi, 10 euros en matériel et 2 heures en temps au maximum, et pourtant ça lui a fait grave plaisir et ça vous force des souvenirs. Voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit quand je lis ce truc extraordinaire. Malheureusement, je dis ça, mais dans les faits, dans la pratique, je reste sur beaucoup d'actions un peu ordinaires ou autres, et je fais pas trop ce genre de choses qui pourtant marquent les esprits, donc peut-être que je vais y réfléchir.
Mais bon, se poser dans la vie de tous les jours, réfléchir à ça et vouloir faire plaisir aux personnes que t'aimes, c'est un truc important et qu'on sous-estime et qu'on fait pas assez. Donc bon, c'est au moins l'occasion d'y repenser via Srisitas. Allez, on attaque la deuxième partie du chapitre. L'année de troisième se conclut, je suis toujours célibataire, toujours pulco, toujours sans véritable ami. À part le fameux S, putain je m'en souviens plus, ça devait être dans un chapitre précédent, dont je vous avais parlé, je restais juste entre différents groupes de wesh sans trop parler. D'ailleurs ce S, après la fin de l'année, je ne l'ai plus jamais revu. Que dire pour conclure cette période de collégien bien laborieuse? Eh bien j'ai eu mon brevet, mention bien, sans trop forcer. Ah, j'ai eu 20 sur 20 à mon rapport de stage, ma seule fierté du moment. Mon hyperhidrose, la transpiration excessive notamment de mes mains, s'est encore aggravée. Je transpirais désormais horriblement des mains, même en hiver. Je commençais à stresser de dire bonjour aux gens le matin. J'essuyais ma main en mode furtif sur mon jean avant de dire bonjour. J'étais toujours un des plus petits. Ça m'a aussi valu plusieurs moqueries, mais je ne m'étalerai pas. Mes dents étaient toujours bien droites, mais bien jaunes. Je plonge un peu plus dans les jeux vidéo, et voilà, c'est à peu près tout. Franchement, je ne sais pas comment je vais aborder la partie lycée. Je veux dire, il y a bien quelques trucs, mais c'était tellement vide dans ma vie sur le fond, et dénué tant d'intérêt pour vous que pour moi de l'époque, qui était alors spectateur de sa propre vie, que des fois je me tâte à carrément la zapper, c'est vous dire à quel point ce fut creux comme période. Donc il dit, limite, ça vaut pas le coup de nous raconter toute la partie lycée, on passe directement au post-bac, quoi. Bon, j'exagère un peu, il y a quand même eu quelques trucs intéressants. En fait, pour rester dans le domaine de mon avancée sur le chemin de la Yes Life, la seule chose de vraiment intéressante à préciser, c'est que j'ai commencé, à partir de la seconde, à me constituer une bande de potes assez solide. C'est d'ailleurs cette année que je ferai ma première soirée. Je m'en rappelle, j'avais été invité pour l'anniversaire d'une pote de cette bande justement. J'arrive et sa meilleure amie m'accueille dans une robe moulante qui me fait tressaillir. La photo est assez sympathique. Je ne vais pas zoomer dessus, mais c'est sympa. Ah, allez, je vais faire une voix caricaturale, ça me manque. Ah, salut Evbrouille, tu es arrivé tôt, dis donc. Salut, ouais, il y avait marqué 20h. Oui, haha, c'est vrai. Je mets où l'argent pour la cagnotte? Pas trop fort, elle peut entendre, elle est en haut. La pote de qui on fêtait l'anniversaire. Mais donne, t'inquiète. D'accord, tiens, il manque qui? Bah, il manque tout le monde, à part toi. Ah, ok. Dis, tu veux pas enlever ton manteau? Il fait super chaud là. Non, je suis bien là, t'inquiète. Ok, comme tu voudras. Bon, ce malaise passé, en même temps je ne savais pas qu'il fallait arriver plus tard dans les soirées à l'époque, moi, pulco comme je l'étais, je m'installe dans un fauteuil avec mon manteau sous 25 degrés et j'attends. Alors, pause. J'ai eu exactement la même situation une fois. La première soirée où j'ai été invité, alors c'était à l'année du bac, donc en terminale. Pareil, on m'a invité vers 20h. Alors, j'étais pas du tout, en fait, je connaissais même pas le principe de boire de l'alcool. Quoique si, en fait, j'avais déjà eu des expériences, mais alors c'était parce que j'avais fait des voyages à l'étranger. En groupe de jeunes, donc on se connaissait pas, c'était des voyages un peu linguistiques, vous voyez, en Angleterre, et c'est vrai que du coup les jeunes se rencontraient, c'était pas mal de Yes Life, et du coup après on buvait et tout, mais moi j'étais bon, pas vraiment timide, mais en tout cas j'étais complètement nul avec les meufs, et puis vous savez je disais des trucs un peu pour me rendre intéressant, mais j'avais pas du tout les mêmes référentiels que les autres, du coup j'étais sur une autre planète, un peu comme vous savez le mec qui dit parfois je mets ma capuche dans la cour de récré et je chuchote des trucs du genre Okanari wana no Suzuki, vous savez, et les gens me regardent d'un air mystérieux. Moi j'étais un peu ce genre de mec, pas tout à fait sur le même créneau, mais c'était le même délire, tu vois, genre moi je me sentais frais à faire ce genre de truc, alors que vraiment au niveau résultat, que ce soit social ou avec les meufs, c'était toujours une catastrophe, donc bon. Peut-être une forme d'autisme, possiblement. Et donc mais donc j'ai eu mes premiers trucs avec l'alcool, et donc notamment les premières fois où j'avais rien compris, j'avais bu, après j'avais gerbé, enfin c'était n'importe quoi, et donc bref, j'ai eu déjà d'expérience avec ça, mais c'était pas une soirée, je connaissais pas le principe des soirées, donc pareil, ils avaient dit 20h, j'étais arrivé 20h, la meuf en plus qui accueillait était super belle, mais en fait et très bien apprêtée, c'était assez rare, et du coup genre c'était abusé, moi j'avais l'impression d'être dans un autre monde, je me dis mais c'est quoi ce délire, genre ah ouais, et après on était tous les deux comme ça en attendant les gens, je me souviens
souviens. Et elle me parlait de manière sympathique. Et moi, j'avais l'impression vraiment d'être dans un autre monde, tu sais, parce que j'avais quasiment aucun rapport avec les meufs, surtout les jolies meufs à l'époque. Et je me souviens, je me disais, putain, c'est trop bizarre. Et du coup, je commençais à faire mes trucs chelous, tu sais, genre, je peux pas vous dire, mais je commençais à faire des trucs de merde. Ah non, bref. Après, c'était assez rigolo, cette soirée. Je me souviens, j'étais venu avec un short. À l'époque, moi, en fait, je suis toujours un peu habillé de la même façon, mais bon, c'était un short avec plein de carreaux et tout. Voilà, c'est pas un short avec un carreau, mais je me souviens, je commençais à raconter une histoire. Je crois que c'était l'histoire de la haine. Je disais, ouais, c'est l'histoire d'un mec, tu sais, j'étais bourré, donc je disais de la merde. Et le gars m'avait interrompu en me disant, c'est l'histoire d'un mec, il avait ton short. Tout le monde s'était marré, se foutait de ma gueule. Enfin bref, la première soirée que j'ai faite, voilà, je finis la parenthèse, mais peut-être que vous avez connu ça aussi. Quand tu sais pas qu'il faut déjà venir un peu bourré, parce que t'as pas de pote qui t'invite à un before ou autre, et que t'arrives, qu'il y a un simili malaise parce que déjà t'arrives tout seul et tout ça, bon bref. Tout le monde n'a pas connu ça, il y en a qui ont jamais peut-être été à des soirées au lycée, ont pas connu ça, mais j'avais jamais repensé à ce moment-là, à part maintenant, et le fait de relire cette histoire me rappelle ça. Allez, mon pote et son ami sont en train de se maquiller. Je prends mon téléphone et je fais genre que j'ai des trucs à faire au cas où elles redescendent, mais la vérité c'est que je n'avais pas internet. Je sais que je n'avais pas internet avec mon forfait free à 2 euros. Et puis, au niveau des messages, il y avait rien. Putain, ça me rappelle l'histoire incroyable, vous savez, en seulement 3 épisodes, là, du mec qui avait traversé la France pour une meuf, et puis finalement, ils étaient allés en boîte, mais il se faisait chier. Il avait fait le tour de la boîte 3 fois, puis après, il était allé dans la voiture, et comme il faisait super froid, c'était en hiver, il était obligé de battre des bras pour se réchauffer, et de se faire comme ça, et il n'arrivait pas à dormir, et à la fin, finalement, il était reparti, c'était ouf. Voilà, c'est la même chose, il s'ennuie de fou, mais il a rien à faire. J'ai vécu exactement la même situation. Pareil, moi je faisais semblant de regarder mon téléphone, mais moi j'avais pas un smartphone à l'époque. Moi j'ai eu mon premier smartphone en partant au Cambodge à 21 ans. Et j'étais fier d'avoir un téléphone à clapper. Je fais mes études supérieures d'ailleurs avec le téléphone à clapper. Bon, j'avais un ordinateur, mais voilà, le téléphone à clapper. Et donc, t'imagines le malaise, tu sais, genre, je regarde le téléphone à clapper, les meufs. Elles devaient se dire, mais c'est quoi cet animal? Enfin bref. Bon, à partir des 21h, des gens commencent à arriver. Je me dis que je suis sauvé. Ça fait 1 heure que je galère tout seul à swiper les 2 pages de mon téléphone de gauche à droite. Ah, c'est ouf. Mais pas de chance, ce n'était que des BG que je ne connaissais pas. Et les mecs qui sont déjà en groupe, va essayer de parler avec eux. C'était toujours possible, mais c'est pas non plus incroyable. Je vois mes 2 amis mouiller littéralement rien qu'à leur vue. Ils se tiennent droit avec leur polo Lagdar et leur Air Max. Moi, avec mon t-shirt H&M noir et mon jean Celio, mes Vans bien vieilles, je fais peine à voir à côté. Mais malgré ça, j'essaye de faire le mec assuré. Alors je dis bonjour au BG. Par chance, je ne transpirais pas à ce moment. Puis des gens que je connais commencent à arriver, c'est pas trop tôt. Putain, je connais ça, ouf, enfin, il y a des gens qui arrivent. Je me déleste enfin de mon manteau. La soirée commence, tout le monde danse, mais moi je reste assis à les regarder. Je n'ose même pas me servir un verre, je crois que je vais être directement bourré si je le crois. Ce Pucix bordel. Si je le bois, pardon, ce Pucix bordel. Moi, c'est pas que je crois, hein, c'est que j'ai une tolérance à l'alcool nulle, mais vraiment c'est incroyable. Alors que ma sœur, qui pèse 15 kilos de moins que moi, elle tient 3 fois plus. Donc c'est vraiment hallucinant. Et moi, mais vraiment, j'en bois juste un verre, je suis déjà pompette, j'ai déjà envie de me marrer pour rien, et et tu sais, t'as une espèce de demi-seconde d'actualisation en faisant comme ça ou comme ça. Donc déjà, ça me fait marrer. Et alors si je bois plus, bon, bref, ça part direct. Je suis sûr que je vous l'ai déjà dit en vidéo, mais pendant mes soirées étudiantes, quand j'étais étudiant, mon truc c'était de pas trop manger avant d'aller en soirée, parce que de toute façon quand tu bois ça te fait de l'énergie et bref t'as pas forcément faim, hein. Je pense que l'alcool te désinhibe et puis doit notamment recouvrir la sensation de faim entre autres. Bah ouais, peut-être pour ça que les SDF tout ça, bon, débat parmi d'autres. Et donc ma technique c'était, pour éviter la déshydratation, je prenais genre une flash, donc une flash c'est une petite bouteille je crois de 15 ou 20 centilitres de vodka ou de martini ou que sais-je, enfin un alcool fort qui coûtait pas trop cher, et 1,5 litre de thé vert, enfin d'eau avec du thé vert, comme ça je sais pas, ça donnait du goût pour diluer le truc. Et bon, je sais pas, c'était meilleur, hein. Vous savez qu'on boit beaucoup plus facilement 1 litre de thé vert qu'1 litre d'eau, hein. Mais apparemment c'est
un peu déshydratant le thé, hein, c'est ce qu'on m'a dit, je sais pas si c'est vrai, mais bref, donc tu bois beaucoup plus facilement ça, et donc je mélangeais et je buvais, c'est 1,5 litre comme ça, et donc je buvais pas en 3 secondes, mais voilà, ça prenait, je sais pas, 15-20 minutes, et au bout d'une demi-heure, j'étais complètement torché, et sauf que voilà, j'avais pas à avoir mal de tête à la tête derrière, parce que j'avais eu de l'eau avec, puis après je buvais de l'eau beaucoup, et puis c'était ma technique, je l'ai fait 5 ou 6 fois, c'était économique et sympa, et puis voilà, ça donnait un petit sujet de discussion. Les mecs me disaient, mais c'est quoi cette bouteille? Je dis, ah, c'est du thé vert avec de l'alcool, je préfère ça et tout. Bon, voilà, moi j'avais pas de vergogne à dire, ah, c'est pour moi se payer de thunes, etc. Les gens vont pas trop te juger normalement là-dessus, tu sais, on est tous étudiants un peu en galère de thunes. Même les mecs qui sont riches, on veut pas trop dépenser, donc ils disent, ah ouais, c'est pas con et tout, tu vois. Donc bref, ça faisait ça. Allez. Mais bon, message officiel de prévention, attention, voilà, ne consommez pas d'alcool et tout. Moi, ça fait très longtemps, enfin, j'en consomme un peu maintenant, mais c'est aux événements familiaux, un petit digestif ou autre. Sinon, j'aime pas ça. Et donc, oui, bien sûr, avec modération. Après, l'ivresse à ressentir, c'est quand même quelque chose. Bon, je dirais pas qu'il faut la ressentir une fois dans sa vie, mais ça peut changer, ça peut être sympa, ça peut désinhiber, ça peut permettre certaines expériences sympathiques. Et puis ça peut permettre beaucoup de choses aussi très négatives, même plus de négatifs que de positifs, ça dépend le contexte. L'envie de se battre parfois, les mots qui dépassent un peu la pensée qui sortent vite dans certaines situations, le fait de sous-estimer le risque, le fait de voler, et surtout pour les hommes blancs, des trucs de chantier. Apparemment c'est plutôt nous qui le faisons. Et c'est vrai que je l'ai fait, tu te balades, tu vois des cônes ou des conneries quand t'es bourré, tu vas le voler, tu vas prendre un pylône ou que sais-je. Voilà, donc tu détériores des mains publiques. Bref, toute cette folie doit cesser. Et j'ai pas encore parlé du fait de conduire bourré, qui est bien sûr le pinacle de tous ces trucs. Donc voilà, message de prévention, bien sûr. Allez, mais je n'ose même pas me servir un verre, j'ai peur de finir bourré d'un coup. Mes potes finissent par me tirer sur la piste, mais putain, c'est hyper malaisant, je ne sais pas danser, alors je fais des mouvements bizarres, et j'ai l'impression d'être un roseau que le vent fouette et qui bouge de manière totalement aléatoire. Oh, c'est génial. Mais j'ai l'impression de me retrouver parfaitement pareil. Pareil, je sais pas danser. Maintenant, quand je fais de la boxe, quand je danse, en fait, je sautille sur mes pieds. Et j'ai l'impression de pas trop faire de la boxe, tu vois, mais c'est ma manière de bouger et de me dépenser. Et les gens trouvent ça bizarre, mais en fait, je m'en bats avec. Soit je suis à une soirée avec ma femme, et du coup, on danse comme ça, et après, on va danser entre nous, et je m'en fous. Soit, la seule fois où j'ai dansé, c'était au séminaire de ma boîte. Enfin, c'était pas un séminaire, c'était toute ma boîte. On s'était retrouvé à un endroit, et du coup, on était dans un endroit où il y avait une boîte après. Mon entreprise, hein. Et du coup on a dansé, je sais pas, de 1 heure à 5 heures du mat. Il y avait du son, des sons récents, des sons un peu anciens, dans une boîte classique, et moi je dansais en faisant comme ça, et ça faisait bien marrer les gens. Bon, il y en avait qui se foutaient de ma gueule, mais la plupart se marraient. Après j'ai vu des vidéos, par contre j'avais honte, je me dis mais putain. Et en plus j'avais pas bu d'alcool, hein. C'est juste que je me suis dit bordel, j'ai vachement bouffé, je vais essayer de sautiller un maximum pour dépenser ces calories. Mon t-shirt est trempé de flotte, mais et en plus je m'étais détruit à force de sautiller comme un ouf, je m'étais détruit les tendons d'Achille. C'était abusé. J'avais sautillé pendant 5 heures, et pas que sautiller, en fait je faisais des trucs de ouf sur la piste. Je sais pas d'où me venait cette énergie. Finalement j'avais été en calories négatives, je pense, mais bref. Donc c'est pareil, je sais pas danser, j'ai aucun truc naturel. Si je t'essaye de danser comme les autres, c'est très. J'ai l'impression de me limiter, et je déteste ça. T'as l'impression d'utiliser ton corps à un faible pourcentage, c'est très frustrant. Donc moi je préfère sauter, et il y a des styles. Ça s'appelle un peu du hard style ou autre. Mon frère aime bien ça, où genre tu vas sauter du coup en faisant des trucs un peu psychédéliques comme ça. Le but c'est il y a même un mouvement qui s'appelle le jump style. Du coup c'est le fait de sauter en écoutant la musique. Voilà, ce genre de truc j'aime. Je préfère la musique, je la trouve nulle, mais le fait de danser en sautant, j'aime bien. Allez, donc voilà. Ça me rappelle une chanson de Angèle et son frère, donc des Yes Life, hein. Comment il s'appelle? Roméo Elvis. Donc sa chanson Tout, il faudrait tout oublier pour y croire. Voilà. Et à un moment, c'est Roméo Elvis qui dit non, 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 je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Et peut-être qu'en fait, c'est un tabou dans la société qui est pas mal dit par les Célestins, les mecs comme nous, où on dit, mais attends, c'est de la merde, parce que c'est pas notre terreau naturel, comment ça s'appelle, la danse, les boîtes de nuit et tout, donc on n'a aucune vergogne à critiquer ça. From Human to God, notamment aussi, lui aussi, il partageait ce type d'expérience. Mais peut-être que la plupart des gens aussi aiment pas ça, trouvent ça malaisant, et voilà, mais ils vont pas trop se l'avouer ou pas trop le dire pour X raisons. Après, il y a bon, ça, je parle des sociétés occidentales. J'ai l'impression quand même que les Africains, moi j'ai été à une guinguette africaine pour une association
africaine où il y avait plein justement d'Africains, je sais plus si c'était le Bénin ou autre. Donc c'est à Suresnes. À Suresnes, vous voyez, près du Mont Valérien, donc à côté de Paris. En fait, il y a des associations africaines et chaque mois, ils font, ça va être la fête du Mali, la fête du Bénin et tout. Donc, tu as plus ou moins des Maliens, des Béninois, des Togolais, etc. qui viennent, des Congolais. Tu vois, mais après, t'en as d'autres de la diaspora qui viennent aussi. T'as des barbecues et puis t'as de la musique et les gens dansent. Et eux, ils ont une danse, du coup, ce que j'ai pu observer, hein, toutes les personnes de tout âge le font. Et en fait, c'est une danse un peu hypocalorique, on va dire. Une danse où ils bougent, ils sont pas mal en rythme, mais ils se dépensent pas de ouf comme nous. Mais en même temps, c'est pas le même comme nous. Enfin, je veux dire, comme quand t'es en boîte, c'est pas le même délire. Là, c'est une danse un peu quotidienne, pas la danse en boîte qui a ses codes aussi. Donc, et ce truc-là est plus comment dire, ancré chez eux. Et eux, bah là, c'est sûr qu'il y a aucun malaise. C'est une manière comme une autre, je sais pas, de vivre. Et bon, j'avais un cousin qui allait faire c'est pas de l'humanitaire, mais il est allé donner des cours ou je sais plus quoi dans le cadre d'une association en Afrique. Je pense pas que c'était de l'humanitaire, tu vois, c'était je sais pas dans quel partenariat et tout. Et c'était un truc assez sérieux. Et il disait en plein cours, parfois les mecs commençaient à mettre de la musique et à danser comme ça. J'imagine pas des gens faire ça en France, même, même des Africains. Enfin, je veux dire, des Noirs nés en France ne font pas ça, alors qu'apparemment en Afrique, t'as vraiment un rapport différent avec la musique. Donc bref, et la danse surtout, puisqu'au départ on parlait de la danse. Putain, je crois que j'ai jamais fait autant de dissension, non c'est pas ça le terme, de parenthèses que dans cette vidéo. C'est quoi là quand je parle d'à côté. Enfin bref, j'entends ma femme qui inspire derrière, ça veut dire qu'il faut que j'abrège, je continue la vidéo mais mon clé. Donc, hein je me rassois pour dissiper le malaise que je viens d'instaurer. À un moment, une fille super mignonne que je ne connaissais pas s'assoit à côté de moi, tout essoufflée. Je sens sa jambe en collant contre la mienne. Ce simple contact me fait oublier ma peine, il en fallait peu à l'époque. Mais chaque phrase qu'il dit, je suis désolé, à chaque fois je m'arrête, mais chaque phrase, je me reconnais tellement dans ça. Elle est hyper souriante et se tourne vers moi. Salut, moi c'est Charlotte et toi? Je m'appelle Brouille. Ah ah, c'est sympa comme nom. C'est la première fois qu'on me le dit. Elle rit, un riz pur et cristallin. T'es drôle toi, dis donc. Ça dépend des jours. Elle hausse les sourcils, amusée. Tu dois être dans un bon jour alors. Ça se pourrait bien. Je l'ai dit d'une manière très assurée cette fois, presque alpha, je me surprends moi-même. Un silence s'installe, mais fugace. Un instant de flottement pendant lequel je m'applique à détailler les traits de son visage. On dirait qu'il a été peint de la main d'un peintre italien touché par la grâce. Une cascade de cheveux châtains, des yeux noisettes pétillants, reflétant une malice sans pareille. Un petit nez en trompette, des pommettes rosées, une fossette et un sourire d'ange. C'est comme ça que je la décrirais. C'est quoi dans ta poche me dit-elle en posant la main sur celle-ci. Ah ah, c'est un paquet de cartes. Je me séparais jamais de mes cartes, même si je ne faisais plus de magie. Autrement, je me sentais tout nu. Tu fais de la magie? J'en faisais beaucoup, oui. T'en faisais? Ouais, j'ai arrêté. Tu me ferais un tour? Ok. Je lui fais un petit truc, sans me foirer, propre. Elle applaudit et me gratifie d'un large sourire. Pas mal pour un retraité de la profession. T'as vu ça? Voilà que ma confiance revient. Bordel, œuf brouille, ne fais pas cette horreur. Tu connais cette fille depuis seulement 30 minutes et tu t'attaches déjà. Voilà ce que je dirais à mon moi du passé. Quoi? œuf brouille, méfie-toi, tu vas le regretter. En plus, j'ai dit au début du chapitre qu'il ne se passerait rien au lycée. Voilà enfin encore quelque chose que je dirais. Attendez, là, ça me fait penser, vous savez, au même avec, comment il s'appelle dans Breaking Bad, le personnage principal, Heisenberg, qui est là dans une voiture avec les mains attachées et qui crie sans pouvoir rien faire. Je crois que c'est quand il tue son beau-frère. Enfin, je sais plus quand c'est, mais c'est ça. Et il fait non, 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 non. Et là, c'est pareil, t'as le mec du passé qui fait arrête, ne fais pas ça. Arrête de t'investir dans cette relation, elle en a rien à foutre. Voyons voir si tu danses aussi bien que tu fais de la magie. Je peux te dire non à l'avance, haha. Mais elle est déjà debout et me tend la main. Je ne transpire toujours pas, alors je la saisis. Elle est douce. Cette fille vaut bien un 9 sur 10. Elle surpasse Louise et égale au moins Nad, voire Héloïse. Je ne sais pas qui c'est, ni d'où elle vient. Je ne savais rien d'elle, à part son prénom. Mais je vois déjà en elle l'âme charitable de l'ange que je cherche depuis si longtemps. Alors tu danses ? Alors tu danses, me dit-elle en se penchant au-dessus de moi, son parfum embaumant l'air ambiant, enivrant. Non, œuf brouille, ne la suis pas. Allez,
Et je la suis. J'ai eu tort. Je n'avais pas encore compris que j'étais voué à l'échec. Du moins, pas encore, du moins avant encore un bon moment. Mais sur le moment, la seule chose que je voyais, c'était une sirène sortie de l'eau pour moi. Son odeur de fraise que je sentais dans ses cheveux, ses yeux enjoués et son sourire éclatant, c'était si beau. Voilà, c'est la fin de ce chapitre, mes clés. En même temps, la vidéo 35 minutes, c'est pas trop mal. Très sympa, très sympa. Si je fais un petit retour, même si j'ai tellement commenté que je pense qu'on va plus avoir besoin de dire grand chose, ah oui, c'est vrai que j'avais oublié que c'était finalement au début de ce chapitre qu'on avait eu la découverte de ce que lui avait filé C. À part deux, trois personnes. Oui, punaise, c'est fou, hein. J'avais l'impression que tout ce chapitre c'était sur la soirée, mais en fait non, c'était que la moitié du chapitre. Donc, première partie, ce que lui a offert C, on en a revenu, c'était super. Deuxième partie, la soirée, c'est tellement bien décrit, je vous ai dit, et tellement, on peut tellement se relate en français. Donc c'est quoi relate? C'est se retrouver dans ce qui est décrit. Je dis on parce que je pense que la plupart on est à peu près sur le même profil, que c'est une sensation assez incroyable de voir ça. Tu dis oui tu décris ce que je vis et c'est rare que les gens en parlent. Enfin c'est de moins en moins rare maintenant en 2023. En 2013 enfin déjà on commençait à vivre ça, donc il n'y avait pas trop manière d'en parler, mais voilà, maintenant c'est plus documenté. Toutes les niches de personnes sont plus ou moins occupées sur internet, donc plus ou moins tout est raconté, mais voilà, en 2018 quand c'était dit ça, c'était très rafraîchissant. Comme tu te dis, mais oui, je me retrouve là-dedans. C'est des podcasts, les fameux podcasts de Norman et Cyprien. Les mecs racontaient des trucs normaux. Et finalement, c'était un nouveau truc. Voilà, et c'est pour ça que ça faisait des millions de vues. Beaucoup de gens se retrouvaient dedans. Et voilà. Mais oui, c'est vrai. Et personne ne le disait. À part dans certains sketchs ou autres. Bon, bah, bref. Là, c'était assez incroyable. Question que je me suis posée. Moi, j'ai déjà eu la sensation, justement, il y avait des filles assez jolies ou autres qui pouvaient venir te parler, alors en soirée ou autre. Et alors que tu te dis, mais attends, on n'est pas dans la même ligue, c'est bon, je suis un 4 sur 10 à moitié autiste. tu as l'air d'être très épanoui et très joli. Merci, mais quel est le loup derrière ce contact, tu vois? Je me demande, est-ce que elles ont l'impression de ce rapport de force? Est-ce qu'elles ont l'impression de faire un peu de comment dire, de la charité, vous voyez ce que je veux dire, hein, de l'humanitaire ou autre? Et elles se projettent bien sûr jamais avec toi sur le long terme ou même sur le court terme. C'est juste, ah tiens, je vais lui parler, ça va lui faire plaisir ou autre. Je ne suis pas consciente qu'il pourrait développer des sentiments ou autres. Est-ce que elles le savent pertinemment que, au vu du décalage, tu risques de t'attacher et que ça risque d'être asymétrique, mais elles se disent, bon, j'ai besoin de quelqu'un pour raconter mes trucs ou autre. Enfin là, c'est pas raconter, c'est vivre un petit moment sympathique. Peut-être sans arrière-pensée. On sait pas trop, elles peuvent pas trop savoir les implications derrière de quelqu'un qui est un peu en détresse, on peut dire misère, allez, misère affective et S, je sais pas trop droit le dire le mot sur YouTube, hein, le mot S, hein, voilà, quand on a des rapports charnels entre personnes. Donc est-ce qu'elles sont un peu conscientes de ça et des remous intérieurs qu'elles peuvent créer? Après, bon, c'est assez sympathique. Il y avait une vidéo de Léo des Philogines qui était assez incroyable, où il montrait, je crois que c'était Solène te parle, hein, Solange te parle, montrait un mec qui était pareil dans sa bulle, qui avait aucune relation avec des filles, qui étaient dépressifs ou je sais plus quoi, et les meufs étaient là, oh j'ai envie de l'étouffer d'amour, etc. Et Léo des Philogines, qui connaissait bien le sujet, avait traité ça de manière incroyable. C'était en mode, ouais, ça vous fait pitié comme un chiot que vous avez envie de faire, mais c'est pas ça c'est pas de ça dont il a envie, etc. Et vous êtes là en mode, on veut l'étouffer d'amour. Enfin, c'est assez étonnant comme manière de parler. Il y a une part de domination dans le fait de, vas-y, syndrome du sauveur, tu sais, je veux te sauver, mais en plus, une espèce de domination par le truc. Bon, bref. Les vidéos de Léo des Philogines étaient super à l'époque. J'aimerais bien m'en refaire quelques-unes. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu ces vidéos. Allez! Mes bons clés, on se quitte là-dessus. Vidéo assez longue. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que toutes ces diverses... Mais c'est quoi ce mot? Diversion? C'est pas ça. Divergence, voilà. J'espère que toutes ces divergences ont été sympas. Vous êtes certains à me dire, t'inquiète, les divergences, c'est pas trop grave. De toute façon, vous êtes 1000. Je verrai si vous êtes toujours 1000 à suivre ces vidéos. Et on se retrouve pour le chapitre 11, mes clés, dans quelques jours. Je vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine, mes bons amis. Ciao.